Destination Wallonie, tout pour s'évader. Faites le plein d'idées sur visitewallonia.be. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission. Bienvenue chez vous. Aujourd'hui nous allons sillonner à bicyclette la région de Mons-Borinage et ce en suivant un itinéraire qui s'intitule Sur les traces du patrimoine UNESCO. Et UNESCO parce que Mons est une terre de trésors reconnue au patrimoine mondial. Nous découvrirons bien sûr la tradition séculaire et la ferveur populaire du doudou, mais aussi le beffroi baroque, édifice unique en son genre. Nous nous engouffrerons par ailleurs dans les minières néolithiques de Spienne, un site archéologique aussi insolite que singulier. Nous nous intéresserons également aux Mons grandeur nature avec les richesses insoupçonnées de la faune et de la flore des terrils. Enfin, nous nous souviendrons en nous rendant au très symbolique cimetière militaire de Saint-Symphorien. Construit au XVe siècle, l'hôtel de ville de Mons est un bel exemple d'architecture de style gothique finissant. Il est sans conteste le joyau de la Grand Place de l'ancienne capitale des comtes de Hainaut. Une Grand Place qui ne s'anime jamais autant que lors du Doudou, la Ducasse de Mons, et du fameux combat d'Ilunson, mettant aux prises Saint-Georges et le Dragon. Événement de l'année pour les Montoises et les Montois, le Doudou est reconnu patrimoine culturel immatériel par l'UNESCO. À quelques coups de pédale de là, le Mundaneum, un répertoire bibliographique universel datant du début du XXe siècle, est aujourd'hui considéré comme le premier modèle de moteur de recherche. Lui aussi est classé par l'UNESCO au titre de patrimoine documentaire. Dernier patrimoine mondial du Mons intramuros, le beffroi est le seul du pays construit en style baroque. Édifié à la fin des années 1660, il domine la ville et sera votre point de repère tout au long de votre balade. Aux portes de la cité, la campagne sera toute proche et le Borinage vous offrira un tout autre environnement. L'appel des sommets aidant, vous n'hésiterez pas à vous mesurer aux pentes du terril de l'Éribu. De l'Onagre. Alors on passe ici à côté d'un milieu très particulier, ce qu'on appelle une pente boulante. En fait, des phénomènes naturels de glissement de la terre en surface fait qu'elle est toujours en mouvement. Et c'est suite à ce versant. Et donc on a des plantes extrêmement intéressantes qui s'y sont installées, des vipérines, des résédas, des onagres. Et on a comme ça une colonisation naturelle qui se fait et qui rend ce milieu extraordinaire. Et voilà le point de vue. En fait, on est sur ce qu'on appelait les stériles dans l'exploitation du charbon. Les vieux charbonnages produisaient encore des mélanges entre stérile et charbon, ce qui a fait qu'on a, dans les années 70-80, essayé de revaloriser. Et les terrils comme celui-ci sont des terrils qui sont formés de roches qui ne sont pas utilisables dans l'industrie du charbon. Si on ouvre bien l'œil, on voit que ces roches, elles ont deux couleurs. Oui. Parce que le terril, il vit toujours en fait. Oui, c'est un milieu en perpétuelle évolution. Donc il faut bien avoir en tête que quand on parle du pays noir, on imaginait mal des collines vertes par la suite. Et donc cette évolution naturelle, on a d'abord eu la colonisation de la végétation qui s'est faite, mais on a également cette couleur un peu rouge qui est typique ici du terril de Mons, de l'Éribu, qui est la combustion en fait du terril. Donc une réaction chimique qui se produit entre la pyrite et l'oxygène et l'eau et qui crée en fait ce schiste rouge. On continue notre balade ? Oui, avec grand plaisir. Toutes les plantations à côté.
l'image du terril habituellement, c'est le milieu chaud, le milieu sec. Et en fait, ce qui est assez particulier, c'est que les mares se créent comme ça en accumulant ce qu'on appelle les poussières de schlamm, et ça colmate. Ce sont les déchets. Hein. Voilà, mais c'est vraiment une poussière extrêmement fine qui s'accumule et qui va imperméabiliser. Et le terril fait effet d'entonnoir, il va capter les eaux et au fur et à mesure des ruissellements, on va retrouver comme ça des accumulations d'eau. Alors ici, c'est très spécial, c'est ce qu'on appelle une mare acaracée. Une mare oligotrophe acaracée pour les scientifiques. C'est-à-dire C'est une mare en fait qui renferme une algue qui est très particulière, qui présente des cellules extrêmement grandes pour le règne végétal. Et c'est une mare qui abrite également une belle population d'alites accoucheurs qu'il faut venir écouter. Ce sont des crapauds. Ce sont des crapauds, voilà exactement. Le mâle porte les œufs à l'arrière de son corps. Et en fait, le chant est vraiment extraordinaire. Quand on vient ici au moment des migrations, on a ce petit chant qui passe, c'est très très beau. Au pied du terril, vous ne raterez pas la maison où a vécu Vincent van Gogh, qui n'était alors que prédicateur. Son séjour dans le Borinage entre 1878 et 1880 l'a profondément marqué. C'est par ailleurs dans cette région qu'il a exprimé son désir de devenir artiste. Vous roulerez sur les traces du peintre à l'oreille coupée et apprécierez les décors champêtres qui entourent les villages de Ciply et de Nouvelle. Le tout en suivant toujours des panneaux chiffrés vert et blanc. Bonjour monsieur, alors j'ai vu votre t-shirt, je pense qu'il y a une indication. Est-ce que vous ne seriez pas Antoine, chargé de projet tourisme et randonnée de la province de Hainaut? C'est bien ça, bien joué. Antoine, ça fait tout un moment que je suis des panneaux poineux, ça veut dire que je suis sur un réseau ici. Ouais, vous êtes sur le réseau vélo, VH2LO du cœur du Hainaut, qui se situe sur la région de Mons-et-la-Louvière. Vous allez me le faire découvrir? Ouais, 880 km de panneaux. Allez, allons-y. On va y aller mollo, on va commencer par cette petite, cette petite balade. Ce réseau, vous l'avez dit, c'est plus de 800 km. Vous avez profité du confinement pour l'agrandir même. Ouais, c'est ça, donc on repart sur 200 km supplémentaires où on a vraiment eu le temps de choisir les plus beaux parcours à ajouter au réseau. Ce sont des parcours qui s'orientent d'abord vers des points d'intérêt touristique. Puis on focalise sur la sécurité, l'aspect paysager. Comme on peut un peu le constater ici par exemple, c'est un cadre assez bucolique sur des routes qui sont peu fréquentées, entre deux points d'intérêt touristique à chaque fois. Pour que le cycliste soit vraiment le roi et découvre autrement la région que par la voiture. Qui se sentent bien sur la route et puis avec des super beaux paysages, vraiment qui se sentent un peu émerveillés par sa région. On y va? Ouais, allez. Antoine, en fait, vous vous occupez, vous Majestif, de A à Z pour ce réseau vélo. Oui, avec le service, on gère les points nœuds de A à Z. C'est-à-dire qu'on part de la conception cartographique sur logiciel des réseaux à points nœuds avec les communes. On teste sur le terrain, on valide ou on fait les changements si nécessaire. Puis après vient la partie balisage avec l'entreprise privée qu'on suit également sur le terrain pour voir si tout se passe bien, si tout est mis correctement. Et puis on lance les gens sur le réseau quand les cartes sortent, quand c'est sur les applications mobiles, quand c'est sur les sites internet. Et vient ensuite la plus grosse partie, c'est-à-dire la partie maintenance. Donc veiller à ce que le réseau soit maintenu en état tout au long de l'année. Et pour ça, vous avez toute une équipe autour de vous. Il y a des testeurs, on les appelle quoi? Des testeurs, des ambassadeurs? Oui, c'est ça. C'est des parrains marraines. Moi, je les appelle les volontaires. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont des bénévoles, qui sont généralement passionnés par le vélo et par les points nœuds et qui, à l'année, vont faire 2 fois un tour qu'on leur a attribué en fonction des kilométrages qu'ils voulaient parcourir et de leur géolocalisation. Ils parcourent leur tour et il nous faut remonter les problèmes sur le réseau 2 fois par an. Ce qui nous permet d'envoyer notre équipe technique qui se trouve ici derrière nous, donc Renaud et Pascal, qui sont nouvellement, qui ont comme nouvelle tâche attribué la maintenance des réseaux à points nœuds. Je dois aller vers Silex, c'est quel point nœud?
C'est le point Neuf 57, c'est tout droit, ça monte, il fait chaud. Je t'en prie, j'espère que tu as pris de l'eau. Merci Antoine, à bientôt. Allez, à bientôt. Salut. Salut. Du côté de Spienne, les paysages ruraux se feront plus intenses encore. Mais le véritable trésor de la localité, c'est sous terre qu'il se niche. Là, je vais vous détacher. Bonjour, merci. Bonjour. Manuela Valentino, c'est vous qui êtes la responsable du patrimoine UNESCO pour la ville de Mons. Quelle sacrée découverte que ces mines de Spienne. Elles sont classées UNESCO, c'est pas anodin. Pourquoi ? Ah ben oui, c'est un patrimoine mondial reconnu par l'UNESCO. C'est vraiment un endroit incroyable qui a été reconnu parce que y a un critère qui est très important pour l'UNESCO qui est celui du génie humain. Donc c'est vraiment que le site atteste de ce génie que l'homme a mis ici en place à la préhistoire pour à la fois creuser ces minières et ensuite évidemment débiter un nombre d'outils importants comme des haches en silex, en pierre, puisqu'à l'époque le métal n'existe pas ici. Et donc on vient chercher cette denrée rare et résistante, ce silex qui est ici dans les parois, dans le banc de silex ici à Spienne depuis le néolithique. C'est pas une caverne naturelle, on est bien d'accord, on le répète bien aux visiteurs. C'est vrai que ça paraît tout à fait fou et qu'on pourrait croire que c'est finalement peut-être l'eau ou autre chose qui a creusé le site. Non, c'est l'homme qui a commencé forcément par la surface avec un puits qui fait 80 cm de large à 1 mètre et à coup de pic qui a progressivement créé cette salle de recette pour pouvoir remonter en surface ces blocs et évidemment tailler les outils en surface. Je suis curieuse, on peut continuer un petit peu la visite ? Tout à fait, on va aller par là. Je vous suis. Et donc, vous voyez ici, on voit vraiment ce qui reste dans cette salle quand le silex est remonté en surface. C'est-à-dire qu'on ne s'amuse pas à l'époque à remonter les nodules qui ne sont pas intéressants, la craie, et ça va créer un espèce d'échafaudage sur lequel vraiment ils vont travailler. Et donc, on voit ces lignes blanches où on a l'impression presque de percevoir les corps au travail qui tapent dans les parois de craie, avec des outils en silex, donc des pics en silex qui étaient emmanchés, ou alors des bois de renne pour faire levier, puisqu'on ne s'amusait pas forcément à taper pendant des heures, mais ici on sent bien un négatif. Eh bien, on appliquait un bois de renne et on repartait avec le nodule, et ensuite on jugeait si le nodule était intéressant, il remontait en surface pour être taillé, si pas, il restait en sous-sol. On peut voir les silex dont on a parlé en bas, plus précisément les pics, les outils qui étaient utilisés. Donc il faut imaginer qu'un rognon devenait un pic qui était ensuite emmanché. Là c'est une copie, là ce sont des originaux. Et grâce à ce pic, en tapant littéralement dans la craie, on obtenait cette salle qu'on a vue en bas. Et puis le bois de serre, très important aussi parce que le bois de serre c'est résistant, ça permet de faire levier et donc les archéologues voit les traces d'utilisation du bois de serre près du silex pour pouvoir désemboîter le rognon plus facilement. Vous continuerez à arpenter la campagne bien plus paisible aujourd'hui que lors de la Grande Guerre. Les 23 et 24 août 1914, c'est sur ces terres que s'est déroulée la bataille de Mons. Ces stigmates demeurent au majestueux et symbolique cimetière militaire de Saint-Symphorien. Alors ici en fait on est dans un cimetière dit forestier, donc c'était très à la mode en Allemagne au début du XXe siècle et donc il a été aménagé de cette façon-là par les Allemands en 1917 lorsqu'ils créent ce cimetière. Alors ici on a l'obélisque allemande en pierre bleue où il est noté que c'est à la mémoire des soldats qui sont tombés le 23 et le 24 août lors de la bataille de Mons et c'est à la mémoire des soldats allemands et anglais. Donc c'est vraiment un moment, un espace fort, c'est-à-dire que alors qu'on est encore en train de se battre
en 1917, eh bien, les Allemands prennent mémoire des Britanniques et donc c'est un peu le principe ennemi dans la vie, unis dans la mort. Donc voilà, c'est très particulier. Alors la raison pour laquelle on va on va créer ce cimetière, c'est parce que tous les soldats qui étaient tombés lors du 23 et du 24 août, en fait, avaient été inhumés un peu partout dans les champs et les prairies, de là où s'étaient déroulés les combats, le jour même ou le lendemain. Et donc, à un moment donné, il fallait rationaliser et ramener tous ces soldats dans un terrain. Et donc, c'est le terrain qui est ici et qui est en fait un endroit magnifique et qui appartient toujours à la famille des descendants de Jean Houzeau de Lehé, et il est géré par la Commonwealth War Grave Commission. Voilà, ici on arrive devant la tombe du soldat Parr, qui est le premier soldat britannique à tomber le 21 août 1914. C'est la première perte, c'était un cycliste, et donc il a été tiré d'une balle dans le dos par des éclaireurs allemands. Et donc première perte, et à 5 mètres en face de lui, on va tomber sur la tombe de Ellison, qui lui est le dernier Britannique à tomber. Le 11 novembre 1918, plus ou moins 2 heures avant la prise d'effet de l'armistice entre Saint-Symphorien et Havre. Et donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à peine 5 mètres entre ces deux pierres tombales, et entre ces deux individus, il y a plus d'1 million de morts de l'Empire britannique et plus de 10 millions de morts de part et d'autre des deux lignes de front, aussi bien orientales qu'occidentales. Et donc voilà, pour finalement récupérer 0 mètre de territoire. Et tout ça en à peine 4 ans. Tout ça en à peine 4 ans, tout à fait. Doucement, votre escapade prendra fin. Vous frôlerez le mont Panisel, fréquenté par les druides durant l'Antiquité et théâtre de l'apparition des anges de Mons en août 1914. Dans la foulée, vous marquerez une dernière halte au pont Cascade d'Ion. Un lieu charmant et un cadre bucolique avant de retrouver l'animation de la ville. Voilà, c'est ici que s'achève le bienvenue chez vous de cette semaine. La semaine prochaine, nous traverserons la Wallonie pour nous retrouver du côté de Visé, de la Basse-Meuse. D'ici là, n'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et bien sûr le site de votre média de proximité. Et puis l'été est tout sauf terminé, donc n'hésitez surtout pas à sortir de chez vous.